Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Monstroscope, la série qui s'affaire à analyser les êtres les plus monstrueux de la culture populaire. Pour cet épisode, on va s'écarter du cinéma pour revenir à des temps anciens, temps légendaires où ce n'étaient pas les bronzés qui faisaient du ski, mais bien Zeus et Hadès qui chillaient sur le mont Olympe, et où, on le verra, la société avait encore quelques évolutions à faire. Alors on est parti pour analyser la figure emblématique qui nous a tous certainement fait flipper quand on était gosse, Méduse, dite la Gorgone. Méduse, ou Médusa pour les intimes, est l'enfant issu de deux êtres divins, variant selon les sources, au même titre que ses sœurs Euryale et Sténo, qui arriveront plus tard que leurs sœurs dans la mythologie avec Hésiode. Au milieu de cette fratrie, elle se démarque par 2 points. Elle est absolument magnifique, mais en contrepartie, c'est aussi la seule mortelle. Sa beauté l'a suivie au fil des âges, et selon Ovide, il s'agissait, dit-on, de l'une des plus belles femmes de sa cité, notamment grâce à ses cheveux. Parmi tous ses attraits, ce qui charmait surtout les regards, c'était sa chevelure. Il faut dire qu'à l'époque, elle n'était pas coiffée de dizaines de serpents. Et puis, c'est quand même plus pratique d'aller chez le coiffeur que chez le veto tous les mois. La légende de sa beauté traversa la Grèce et alla se loger dans l'oreille de Poséidon, dieu de la terre et des océans. Il se sentit obligé d'aller admirer Méduse, et plus si affinité. Quand il sortait de sa piscine, celui-là, c'était assez rarement pour faire un bowling. Méduse et le dieu se retrouvent donc dans l'enceinte d'un des temples d'Athéna, déesse de la justice et fille de Zeus, donc nièce de Poséidon, afin de commettre l'acte de chair. Il est cependant très important de noter que 2 versions de cette histoire existent, l'une où Méduse est consentante et une autre où elle ne l'est pas, cette dernière étant la plus commune de toutes les versions. Bafouée par l'acte qui s'est déroulé dans l'un de ces temples, la déesse vierge décide de punir Méduse en lui retirant sa séduisante tignasse au profit de Serpent, ainsi la privant de ce qui faisait autrefois sa beauté. Comme quoi, ça ne date pas d'hier que la justice punisse les victimes avant les agresseurs. Encore une fois, variant selon les versions, Méduse va s'exiler sur une île de la mer Égée, Seriphos, et va tuer par un simple regard quiconque croise le sien. Ce sera Persée qui sera chargé de la mission de tuer l'hideuse créature, commandée par Polydecte, un mec qui voulait globalement juste se taper sa mère. Dans la version la plus commune et la plus populaire du mythe, c'est en étant armé du bouclier réfléchissant offert par Athéna que Persée tue la Gorgone avant de la décapiter. En mourant, le sang sortant de sa tête va donner naissance à 2 créatures, Pégase, cheval ailé et figure mythique de l'enfance d'un paquet de gamins, et Chrysaor, mais lui tout le monde s'en fout. Aucune toupie. Il ira ensuite conquérir Andromède et reviendra vainqueur à son royaume. Il offrira la tête de Méduse à Athéna qui se fera une joie de l'exposer sur son bouclier pour ses vertus apotropaïques. Ce mot légèrement barbare signifie que l'objet a la capacité d'éloigner le mauvais sort. Au fil des siècles, le mythe de Méduse évoluera de forme. Au Moyen-Âge, on parlera plus d'une fermière usant de sa richesse et de ses charmes pour attirer et piéger les hommes. Tandis qu'à la Renaissance, le mythe revient, comme beaucoup de la culture grecque antique à cette époque, mais oubliant tout l'aspect protecteur de la tête de Méduse. Et il faudra attendre le 19e pour que le peintre Dante Gabriel Rossetti place Méduse en victime de l'histoire et qu'on commence enfin à s'interroger sur la légitimité de sa punition. Aujourd'hui, c'est l'une des figures les plus connues de la mythologie et l'une des plus répandues dans notre culture populaire. On la retrouve par exemple dans des jeux vidéo avec God of War ou Assassin's Creed en tant qu'ennemi à sauvagement tuer, dans des films avec les piètres Percy Jackson ou Le Choc des Titans, dans des livres avec le très intéressant Gorgo de Claude Louis Combet, ou mon favori, dans des animés comme One Piece avec la figure de Boa Hancock et ses 2 sœurs Marigold et Sandersonia, dont le fruit du démon permet de pétrifier quiconque se laisse séduire par elle. Il faut dire que la figure de Méduse avec sa tête coiffée de serpent et son histoire sont très marquantes, au même titre que le Minotaure ou le Sphinx. Mais qu'avons-nous à tirer de ce mythe vieux de 2 millénaires? Est-ce que Méduse continue de nous transmettre un message? Et si oui, s'applique-t-il encore aujourd'hui? En 2 millénaires, on va pas se mentir qu'il y a un bon nombre d'interprétations du mythe. Y a qu'à voir le nombre de lectures possibles de Shining alors que le film a même pas 50 ans. Que ce soit une lecture cosmologique avec Méduse comme astre lunaire et Athéna comme le soleil, ou bien une lecture du narcissisme à son paroxysme, on a de tout pour parler de Méduse. J'essaierai de vous mettre en source différentes lectures du mythe afin que vous ne soyez pas que cloisonnés par la mienne. D'ailleurs à mon avis elles se valent toutes, je vous propose donc que ma lecture favorite, du moins celle qui m'a le plus touché. Donc Méduse c'est quoi? Eh bien l'une des théories c'est qu'il s'agit de la naissance du patriarcat. Vous allez comprendre. Initialement, les masques de Gorgone étaient utilisés dans des temples par les prêtresses pour leurs vertus protectrices et apotropaïques. Elles étaient donc un symbole d'une forme de puissance protectrice dans la culture grecque, représentée par une femme. La figure de Méduse symbolise une entité féminine puissante et protectrice, et qui en plus est séduisante à la base, avant qu'elle finisse par...
Méduse est une femme flamboyante, magnifique, qui séduit chaque personne et qui en plus aurait des vertus protectrices. N'oublions jamais que tout ce que je vous ai raconté et toutes les versions des mythes que nous avons sont écrites par des hommes, que ce soit Hésiode, Homère ou Ovide. On distingue alors tout de suite deux visions de la femme très distinctes. L'une est dite pure et est une déesse symbolisant la virginité, tandis que l'autre représente plus cette idée de femme fatale qui séduit les hommes. Ce sera finalement cette dernière qui sera châtiée et punie pour avoir été violée dans l'un des temples de la déesse vierge. Si jamais la métaphore ne semble pas assez claire, on a ici la punition d'une femme pour ne pas avoir respecté, contre son gré, cette ligne de conduite de la femme qui ne doit pas séduire. Naturellement, on va lui retirer ce qui faisait sa beauté, c'est-à-dire sa chevelure, et la transformer en monstre pour l'exiler. Vous en voulez un corps? Eh bien donnons-lui le maléfice suivant. Quiconque croisera le regard de cette horrible créature sera changé en pierre, afin qu'aucun homme ne puisse de nouveau poser ses yeux sur elle. Ce n'est toujours pas assez selon vous? Ne vous en faites pas, un homme va venir la décapiter et utiliser sa tête toute fraîchement arrachée pour sauver une femme pure et innocente, puis se marier avec et finir par offrir le visage du monstre à celle qui l'avait autrefois puni. La victoire de la bonne représentation de la femme est maintenant totale. Oh, et bien sûr, c'était un homme de la tuer, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Alors c'est compris, petite, t'arrêtes de pécho tes copains et tu fais papa en rond en attendant ton mari, c'est bon? Pardon. Mais je pense que vous comprenez le message véhiculé par Méduse. La séduction, c'est mal. Pour revenir à ce que j'expliquais au début, les masques de Méduse étaient utilisés par des femmes puissantes, des prêtresses. En décapitant Méduse, Persée rappelle aussi par la même occasion que c'est l'homme qui doit garder le pouvoir. Ce mythe représente bien la culture grecque antique, ni de la démocratie où seulement les hommes avaient le droit de participer à la vie politique, et où pour fuir les violeurs, les déesses devaient se transformer en arbres. Heureusement, je n'aime pas vous laisser avec mes visions satiriques et sombres de chaque monstre. Nous avons la chance de vivre dans un monde où nous faisons évoluer le mythe et où on se les réapproprie même 2 millénaires après. De nombreuses femmes de la littérature vont donc se donner cette tâche. Hélène Cixous, ainsi que beaucoup d'autres, vont élever Méduse au rang de figure du féminisme. Elle va devenir un personnage vecteur de l'expression de la libération féminine, ainsi que de leur créativité artistique. En faisant mes recherches, j'ai vu de nombreux livres qui semblaient passionnants sur le sujet, ainsi que certaines thèses qui montrent comment les femmes ont réussi à réécrire ce mythe. Méduse est finalement devenue un important archétype de la créativité féminine. Une métaphore des pouvoirs précédemment cachés et dénigrés, des pouvoirs collectifs que nous commençons finalement à réclamer. Il aura fallu 2 millénaires, mais peut-être que Méduse va enfin devenir ce qu'elle a toujours voulu être, une femme libre. Mais encore une fois, ce n'est que ma lecture d'une femme avec des serpents sur la tête. Voilà, ce deuxième épisode est terminé. J'espère que cette fois encore il vous a plu et il vous a donné envie de vous intéresser au message derrière les monstres. N'hésitez pas à me partager en commentaire les créatures que vous aimeriez me voir analyser, ça fera toujours plus de contenu. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain. A plus.